Dans ce dernier module, quelques outils d'analyse de propos discriminatoires, nous allons notamment présenter deux outils d'analyse. Le premier étant l'exercice du glacier. Ce dernier vous permettra de décortiquer des comportements discriminatoires ou des propos injurieux. Le deuxième outil d'analyse sera une vidéo qui présentera le concept de l'intersectionnalité. Passons à la démonstration de l'exercice du glacier. Avec cet outil, nous allons pouvoir regarder la forme et le fond et voir les impacts sur les groupes marginalisés, les groupes dominants et les institutions. Comme propos discriminants, disons, on entend les gens parler que les hommes noirs sont violents. C'est ce qu'on voit à la surface. Maintenant, quand on essaie de décortiquer pourquoi ces propos-là perdurent, on va regarder les systèmes qui soutiennent ces propos-là. On peut regarder dans les films, par exemple, quel rôle qu'on donne à ces personnes noires-là. À la télé aussi. Et comme idée non examinée, on dit que les hommes noirs viennent de l'Afrique, donc loin de la civilisation. À côté de ça, maintenant, on va regarder c'est quoi les impacts. Les impacts sur les groupes privilégiés, qui seraient les gens de race blanche. Il n'y en a pas vraiment d'impact négatif sur les personnes de race blanche quand on entend les hommes noirs sont violents. Maintenant, par contre, pour les groupes marginalisés, vous allez voir où se trouvent les quartiers, où se trouvent les personnes de race noire, présence accrue des policiers, ils se font arrêter plus souvent que les personnes de race noire. Et pour les institutions, il y a un nombre plus accru de personnes noires dans les centres de détention. Et quand on regarde la taille de la population canadienne, la population noire est nettement plus basse que la population blanche. Et pourtant, dans les centres de détention, il y a beaucoup plus de personnes noires incarcérées. Et quand on regarde d'autres systèmes, exemple, le système de bien-être à l'enfance dans la province de l'Ontario, il y a une surreprésentation des familles noires et des enfants noirs pris sous les soins, comparativement aux enfants de race blanche. Cette démonstration que je viens de vous faire peut être adaptée à différents scénarios, autant pour le sexisme, le classisme, l'homophobie, l'islamophobie et d'autres formes de discrimination. Je vous invite à faire l'exercice chez vous avec votre partenaire ou avec ceux qui vous entourent. Suite à cette démonstration, nous vous invitons maintenant à visionner une brève vidéo sur notre deuxième outil d'analyse, l'intersectionnalité, avant qu'on passe à la conclusion de nos 3 modules. L'intersectionnalité est une théorie féministe qui analyse les différentes formes d'oppression et les hiérarchies de pouvoir. Elle prend en compte des facteurs démographiques afin d'expliquer les rapports qui existent entre différents groupes sociaux. L'intersectionnalité, c'est quoi? L'intersectionnalité est une théorie transdisciplinaire et un outil d'analyse qui permet d'étudier les identités sociales et la manière avec laquelle elles se construisent et interviennent dans l'accès aux droits et aux opportunités. Elle se base sur l'idée selon laquelle les catégories sociales, comme par exemple le sexe, le genre, la classe sociale, l'ethnicité,
l'âge, le handicap ou l'orientation sexuelle se chevauchent et interagissent de manière simultanée pour produire, organiser et maintenir les inégalités sociales. Les analyses, les recherches et les politiques se concentrent souvent sur une forme de discrimination, par exemple le sexisme, et proposent des manières de combattre cet enjeu spécifique. Or, les systèmes sociaux sont complexes et plusieurs formes de discrimination, comme l'homophobie, le racisme et l'agisme, peuvent être actifs au même moment dans la vie d'une personne. C'est ce que permet d'appréhender l'intersectionnalité, qui favorise la compréhension de l'être humain comme étant façonné par l'interaction d'un ensemble de catégories sociales. Alors, qu'est-ce qu'une approche intersectionnelle? C'est une approche qui ne se limite pas à additionner les formes de discrimination et à les adresser individuellement. De la même manière, elle n'envisage pas les inégalités comme étant le résultat de facteurs uniques et distincts, mais plutôt comme étant le produit du croisement de différentes situations sociales, relations de pouvoir et expériences. Bien que le sexisme et le racisme, par exemple, existent individuellement, une fois combinés, ils créent une configuration à laquelle sont associées des formes de discrimination particulières. L'intersectionnalité s'intéresse donc autant aux formes de discrimination uniques qu'à la manière dont elles sont transformées une fois combinées. Faisons un petit historique de cette théorie. C'est au sein du mouvement féministe noir que le concept d'intersectionnalité a pris racine. La juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw fut la première à utiliser ce terme, intersectionality, en 1989. Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Il servait à illustrer la situation particulière des femmes noires qui, souvent, se retrouvaient à ne pas être protégées par les lois contre le racisme ou contre le sexisme. L'exemple de la General Motors Corporation l'illustre bien. La compagnie a commencé à embaucher des femmes noires seulement après l'adoption par le Congrès de la loi sur les droits civils en 1964. Puis, pendant la récession de 1973 à 1975, une vague de mise à pied massive basée sur le principe d'ancienneté fit en sorte que toutes les femmes noires ayant été embauchées après 1970 furent congédiées. Suite à ces licenciements, 5 poursuites pour discrimination à l'emploi furent déposées. Or, le tribunal a considéré les allégations de discrimination raciale et de genre séparément et les a finalement rejetées. Il estimait que l'emploi au sein de la General Motors Corporation de travailleurs afro-américains contredisait la discrimination raciale, alors que l'emploi de femmes blanches dans des postes administratifs venait démentir la discrimination de genre. Dans ce cas précis, vécu par les femmes noires ayant porté plainte, la combinaison des catégories de genre et d'ethnicité a créé une configuration unique, ainsi qu'une forme de discrimination particulière qui a échappé à la législation. Il est temps maintenant de se pencher sur les différentes dimensions d'analyse de l'intersectionnalité. Pour bien saisir la complexité des réalités individuelles et des inégalités sociales, l'approche intersectionnelle opère à 2 niveaux. Le premier est microsocial, en interrogeant l'effet des structures d'inégalité sur les vies individuelles, ainsi que les configurations uniques produites par l'interaction des catégories sociales. Le second niveau est macrosocial, en s'intéressant aux manières dont les systèmes de pouvoir, tels que les institutions gouvernementales, économiques et religieuses, les lois, les politiques ou encore les médias, participent à la production, à l'organisation et à la reproduction des inégalités. Or, cet outil d'analyse en 2 niveaux va plus loin en privilégiant la prise en compte des 4 dimensions différentes dans lesquelles peuvent s'incarner les divisions sociales. La dimension organisationnelle, qui renvoie aux organisations sociales, politiques et économiques. La dimension intersubjective, faisant référence aux relations entre acteurs dans des situations qui peuvent être formelles ou informelles. La dimension expérientielle, qui désigne l'expérience subjective des individus, la manière dont ils se perçoivent et leurs attitudes face aux autres. Et enfin, la dimension représentationnelle, qui renvoie cette fois-ci au cadre de référence à partir duquel les individus et les groupes se représentent eux-mêmes, les autres et le monde. Du fait qu'elles permettent de dépasser l'explication unidimensionnelle de l'inégalité sociale, l'approche intersectionnelle est maintenant utilisée pour analyser un ensemble de problématiques sociales et culturelles. Il s'agit d'un cadre d'analyse essentiel pour intégrer les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion à vos réflexions, autant en ce qui a trait à vos perspectives de recherche qu'à vos méthodes de travail.
Cet outil d'analyse nous permet de voir que chez un individu, plusieurs catégories sociales peuvent être combinées pour forger l'identité sociale de cet individu. Ce dernier aura à faire l'expérience d'inégalités sociales particulières. Il est important de ne pas traiter ces inégalités sociales sous un angle unique. Aussi, il faut tenir compte du chevauchement de ces catégories sociales chez l'individu. Maintenant que vous avez terminé les échanges sur les 3 modules à travers lesquels nous avons parlé de l'équité, diversité et inclusion, mais aussi d'autres concepts comme l'oppression, la discrimination, les microagressions, les biais conscients et inconscients, l'intersectionnalité. Nous souhaitons que les informations partagées avec vous sauront répondre à vos attentes et surtout que vous parviendrez à prendre conscience de vos propres préjugés à l'endroit d'autres qui n'ont pas la même construction identitaire que vous. Vous pouvez devenir des alliés pour elles et eux dans leur quête de justice sociale. De plus, dans votre rôle de parent et acteur de changement, nous souhaitons que vous allez utiliser ces outils pour peaufiner vos analyses de propos et de comportements discriminatoires dans votre environnement immédiat. Nous espérons également que vous allez être en mesure de procurer les bonnes bases à vos enfants pour qu'ils puissent devenir des citoyens modèles d'une communauté scolaire et d'une société diversifiée, plus inclusive et plus accueillante. Ceci conclut les modules de notre formation sur le chemin de l'équité. Je vous invite à découvrir notre panel avec des parents ambassadeurs de PPE. Merci.